Bonjour à tous, Bernard Zanzouri, je suis spécialiste en éducation informelle et je suis là pour vous parler de l'ALIA, mais de l'ALIA de vos enfants, de vos adolescents, qui est bien sûr relié au thème de l'ALIA de la famille. Mais là, on va travailler plus spécifiquement sur les processus, comment préparer votre enfant à l'ALIA, comment faire en sorte que l'atterrissage même en Israël se fasse de la façon la plus harmonieuse possible, parce que c'est très très important. Une famille qui arrivera en Israël et dont les enfants sont bien intégrés, heureux, contents d'être là, alors pourra mettre toute sa tête dans l'Ulpan, dans la recherche d'emploi tranquillement, sans avoir à gérer des problèmes en interne dans la famille. Donc pour commencer ça, il faut apprendre quelques principes sur l'adolescence et sur l'enfance. Et pour ça, on va retourner un peu dans le ventre de notre maman où nous sommes tous passés. Et qu'est-ce qui se passe dans le ventre de notre mère? Eh bien, il y avait des règles du jeu. Et la règle du jeu principale, c'est que tu grandis, tu te formes. Et finalement, au bout de 9 mois, tu vas sortir du ventre parce que tu es prêt à sortir et à affronter le monde extérieur. Tant que tu n'es pas prêt, tu ne sors pas, tu ne viens pas au monde. Et bien, bizarrement, ce petit principe que tout le monde connaît, et tout ce qu'on va dire ici, ce sont des choses connues, mais juste pour les intégrer, il va falloir bien comprendre le processus. Et bien, quand on est prêt, on sort dans le deuxième cercle, dans un cercle qui est un peu différent, qui a ses propres lois, ses propres règles. Autant dans le ventre de notre maman, on était avec des tuyaux qui nous apportaient tout, on était au chaud, on était tranquille, complètement rassuré, complètement protégé. Autant dans le nouveau monde, il va falloir maintenant adopter de nouvelles règles. La règle principale que vous avez tous, vous en souvenez pas, mais vous êtes tous passés par là, c'est par exemple qu'avant, j'avais pas besoin de réclamer quand j'avais faim. Ici, il va falloir réclamer. Et jusqu'à que maman vienne et nous donne le sein, il y a une petite période d'incertitude. Et cette recherche-là de mais qui va me protéger maintenant, qui va me mettre un peu en confiance, c'est maman ou c'est papa, les gens du nouveau cercle que je vais découvrir. Parce que même quand je suis dans le ventre de ma mère, je ne sais pas qu'il y a ma mère obligatoirement. Puis là, je sors et dans le nouveau cercle, dans ma chambre, dans ma maison, il va y avoir de nouvelles lois, de nouvelles règles, et je vais devoir m'adapter à ces règles. Comprendre les règles du jeu, comprendre les choses que je peux faire, les choses que je peux pas faire. Et il y a des périodes d'incertitude. Qu'est-ce que je fais quand j'ai froid? Qu'est-ce que je fais quand j'ai trop chaud? Qu'est-ce que je fais quand j'ai faim? Alors quand j'ai faim, je vais apprendre que si je pleure, maman vient plus vite. Et quand j'ai un peu froid, je vais crier aussi. Elle va devoir comprendre et essayer de me couvrir. Mais grosso modo, ces règles-là, cette adaptation à des nouveaux mondes, ça va être notre sujet principal pendant les 5-7 prochaines minutes. Je vais vous expliquer un peu le principe. Et le principe va continuer. Quand vous arrivez donc dans votre maison, vous grandissez, vous commencez à avoir un peu de bitachon, comme on dira en ivrite, ça veut dire vous prenez de la confiance en vous-même, eh bien vous allez essayer d'avancer, de bouger un peu dans la maison, et là on va vous apprendre des règles. T'approches pas de la prise, fais pas ci, fais pas ça, attention, tu vas tomber. Et c'est la façon dont on va fonctionner toute notre vie. On va aller vers des nouveaux mondes, et dans ces nouveaux mondes, il y a des nouvelles règles, il y a un nouveau chef du monde. À la maison, c'est maman et papa. Au GAN, ça va être la ganénette, la jardinière d'enfants, la fille qui est là, qui est responsable. Et à chaque fois, on va devoir identifier qui est le chef ici, qui est le référent, qui est le juge un peu de ce monde. Et on va fonctionner de la façon suivante. Sortir de notre monde, de notre confort un peu pour aller faire des découvertes, pour aller grandir, pour aller découvrir donc dans ce nouveau monde mes réelles capacités, ma capacité aussi d'adaptation, etc. Et le phénomène premier qu'on va découvrir, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un obstacle. Parce que tant que tout se passe bien, on est très content. Maman, quand est-ce que je vais à l'école, à la grande école? Quand est-ce que je vais au GAN? J'ai envie de voir des nouveaux mondes, j'ai envie de montrer tout ce que j'ai appris à la maison, toutes les valeurs qu'on m'a enseignées, j'ai envie de les confronter. Ça marche jusqu'au premier obstacle. Imaginez, vous arrivez au GAN et puis un garçon vient et vous donne une gifle. Alors là, il y a un processus de retrait. Tu as envie de retourner vers l'endroit où tu te sentais en sécurité, où tu te sentais bien. Donc tu vas vouloir rentrer chez toi, ou bien tu vas chercher la nouvelle référence, comme on a dit, qui est la garante de l'autorité dans la maison, etc. Dans la maison, c'était maman ou papa, et au GAN, ça va être la ganénette, donc tu vas dire, ganénette, il m'a donné un coup, et puis si jamais elle te donne pas satisfaction, tu vas vouloir rentrer chez toi et raconter tes petits malheurs à ta mère. Mais, à contrario, s'il n'est rien arrivé de très grave, tu vas avoir envie de rentrer chez toi pour raconter, dans l'endroit où tu te sens le plus en sécurité au monde, combien tu as réussi à l'extérieur,
l'extérieur, combien tu as ramené de nouveaux trucs, un nouveau dessin, une nouvelle chanson, tu t'es peut-être même fait un petit copain que tu as envie de ramener à la maison et de montrer, et on marche comme ça toute notre vie. Et c'est pourquoi on va pouvoir expliquer ensuite des principes qui vont se passer, même dans un processus de Alia. Mais venez, creusons un tout petit peu plus, qu'est-ce qui s'était passé à la maison, qui nous donne autant de confiance en nous pour pouvoir aborder un nouveau monde. Et en fait, ce qui s'est passé à la maison qui nous donne cette confiance-là, c'est que nos parents ont axé leur politique sur deux grands axes, qui sont les deux grands axes de la parentalité. Le premier, c'est la protection. Depuis le début, maman, effectivement, qui vous amène à manger, qui vous couvre. On va faire attention qu'il n'y ait pas trop de lumière, qu'il n'y ait pas trop de bruit, que les frères et sœurs ne viennent pas vous tirer le nez ou les doigts. Et donc, très vite, on s'habitue, il y a des gens qui me protègent. C'est très important. Le deuxième axe de la parentalité, le deuxième la grande colonne sur laquelle tout repose, c'est la confiance. C'est très important d'être protégé, mais si on me fait pas confiance, à un moment donné, je pourrais même pas marcher si on me garde dans les bras tout le temps et qu'on me met pas à un moment donné par terre en disant débrouille-toi un peu et je te fais confiance pour réussir à te rattraper, à pas trop te casser la figure. Cette confiance-là qu'on nous donne nous permet de grandir. Ce qu'on sait moins, et ce que les parents ne savent pas toujours, n'ont pas toujours confiance, c'est que pour grandir aussi, tu as besoin exactement de l'inverse de ces valeurs, non pas d'un manque de confiance, d'un manque de protection, mais tu as besoin aussi, toi, de te sentir protecteur. Et peu importe si tu as 2 ans ou 4 ans ou 5 ans, tu as envie de protéger tes parents. Alors, tu n'as pas toujours les armes pour le faire, mais si ta maman et ton papa vont sortir le soir, quand tu dis « Oh non, ne sortez pas, je vais rester tout seul », on a l'impression que tu as peur parce que tu vas pas être assez protégé, mais en vrai, tu as aussi un peu peur pour eux, qu'il leur arrive pas quelque chose et que tu puisses pas faire quelque chose. Ce besoin de responsabilité chez l'enfant, qu'on lui fasse confiance et qu'il puisse protéger aussi, mais qu'il puisse aussi vous accorder sa confiance lui-même, il va tout le temps sonder les parents en disant mais maman, tu m'avais dit hier qu'on irait ou qu'on aurait un goûter, j'ai envie de tester ta parole, je veux que ta parole elle soit fiable parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de te faire confiance autant que j'ai besoin que tu me fasses confiance dans certaines catégories de choses à faire. Et donc par rapport à tout ça, vous avez compris le premier principe. On veut conquérir des nouveaux mondes, sortir, montrer tout ce qu'on a appris à l'intérieur de notre monde intérieur, mais on veut aussi pouvoir ramener des jolies choses à la maison, des jolies histoires pour se vanter un peu de comment on a réussi à sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de montrer à l'extérieur en vrai? Qu'est-ce qu'on a à exporter? Et on va parler ici, oui, d'exportation et d'importation. Qu'est-ce qu'on avait à exporter qu'on a appris à la maison? Il y a 2 choses principales. La première, c'est ce que vous ont donné vos parents quand vous étiez jeunes, dès le début, c'est une zéout. La zéout en hébreu, c'est une identité. On va te dire, on m'a dit, tu es Bernard Zanzori, tu es le 2e de la famille. Ton identité, on est juif, et toutes ces choses-là, tu vas devoir intégrer. Tu dis alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, que ça. Dans notre cas, on faisait kidouche, Shabbat, et c'est ton identité, c'est ce qu'on est. Donc il va falloir la porter le plus fièrement possible, ne pas en avoir honte, etc. Mais n'oublie pas, même quand tu seras dans les cercles extérieurs, là où tu arrives, tu rappelles bien nos valeurs, les valeurs de la famille. Chez nous, on tue pas des animaux, même des petites fourmis. C'est une partie de notre identité. On respecte l'environnement. Et tout ça, c'est des choses que tu vas prendre au début sans t'opposer, puisque papa et maman ont dit ça. C'est un peu les petits dieux du monde. Et ce qu'ils disent, a priori, c'est vrai, c'est bien. Mais ça va être mon identité. La deuxième chose qu'ils vont te donner, et qui va être très importante, cette chose-là, parce que tu vas essayer aussi de l'exporter, ça va être ta place. Ta place dans la famille, d'abord ta place physique, tu es le premier, tu es le 2e, tu es le 3e. Attention, regardez bien, cette place change. Des fois, tu es le petit dernier de la famille, et puis un nouvel enfant naît, et là, tu n'es plus le petit dernier, tu perds des privilèges, et on n'aime pas ça. Tellement, mais d'un autre côté, tu gagnes un petit frère, une petite sœur, c'est sympa aussi. Mais ce truc-là, ta place, ça va être quelque chose que toute ta vie, tu vas essayer de comprendre ta place, de la faire valider par les autres. Et regardez bien, je vais revenir sur ces 3 notions, mais elles sont super importantes. D'abord, de bien la comprendre, de bien l'introduire en toi, c'est ma place. La deuxième chose, de la faire valider. Et très souvent, on va voir les enfants, « Ah, maman, je suis le plus gentil, c'est celui que t'aimes le plus. Ah, maman, valide. Comme ça, tu vas me convaincre à moi-même, parce que je me suis convaincu, mais c'est un peu branlant. Si toi, tu confirmes, ça va aller mieux. Et la troisième chose, ça va être essayer d'améliorer sa place. Alors, il y a des choses que tu peux pas améliorer, malheureusement, tu peux pas devenir l'aîné si tu n'étais pas l'aîné.
quoique, hein, il y en a qui essaient de liquider, on voit dans la Bible, leur grand frère et se débarrasser un peu, mais on va passer sur ce cas-là. Il y a des choses que tu peux pas changer, mais il y a plein de choses que tu peux changer. Ça s'appelle shidroug en hébreu, c'est amélioration de l'existant, et toujours tu vas essayer d'avoir une meilleure place. Maman, tu sais, Hogan, je suis le préféré de la ganénette. Elle m'a mis à côté d'elle, j'ai une bonne place, j'ai ma petite chaise, et si demain la ganénette te dit non, t'es plus là finalement, t'es là-bas, regardez les enfants qui ont leur anniversaire Hogan, ils ont la place du type qui a l'anniversaire. Pendant un moment, c'est des rois de la classe, etc. Regardez la tête contente. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ces principes-là, les 4, rappelons-le, l'identité, ton identité et ta place dans la maison, quand tu vas arriver, par exemple, dans le GAN, ou à l'école, ou à la grande école, tu vas essayer petit à petit de pouvoir affirmer ton identité et de retrouver ta place, au moins ton rang, ta place, celle que tu avais, voire l'améliorer, essayer de voir comment tu peux améliorer. Et il y a un problème parce qu'à l'école, par exemple, ton rang, il va dépendre aussi de tes notes, il va dépendre de plein de choses, et il y a des parents qui font des petites erreurs pédagogiques. Ah, là, comment ça se fait que tu n'as que 12 sur 20 alors que ton frère a 14? Et ben là, on te rétrograde au niveau de ta place, même dans la famille, tu étais peut-être le plus grand, mais tu travailles moins bien. On est presque un peu déçu. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui est pas bon pour l'enfant. On va revenir sur tout ça quand je vais vous rappeler les 3 règles qui sont super importantes. N'oubliez pas, ces choses-là, elles sont importantes parce que dans un contexte d'Alia, ça va être vital. Les 3 choses dont je vous ai parlé maintenant, le fait que le gosse, grâce à tout ce que vous lui avez raconté, se dit, ben, j'existe et je suis à telle place, je suis à tel endroit, etc. Cette volonté de faire valider par l'extérieur, aidez-moi à valider ce que j'ai compris. Oui, t'es bien, oui, t'es intelligent, ah, t'es super beau, ah, c'est génial. Ah, ok, alors tout ça, je l'ai maintenant fait rentrer en moi, c'est très clair pour moi, tout est à l'intérieur. Et maintenant, je vais essayer d'améliorer. J'avais 20 shekels dans mon porte-monnaie, je veux arriver à 40 parce que c'est plus concret, je suis plus riche, je suis intéressant. On fait attention à moi à la maison, mais j'aimerais encore un peu plus. Alors, qu'est-ce que je vais trouver pour être encore plus spécial, encore plus aimé? Et cette technique-là, elle va être vraie dans tous les endroits de votre vie. Quand on grandit d'ailleurs, on arrive dans un nouveau travail, on dit ah, merci de m'avoir donné ce boulot, c'est sympa. Et puis tout de suite on regarde, on dit bon, c'est quoi les autres postes autour, combien ils gagnent celui d'à côté et tout. J'aimerais bien sauter, hop, essayer. Et si un jour je lui passe même devant, etc., c'est sympa, ça veut dire qu'on a reconnu, on a validé, on a reconnu mes compétences et mes capacités et j'ai réussi à les exporter. A contrario, à l'inverse, si jamais on ne reconnaît pas mes capacités, si au contraire on m'envoie une image qui fait du mal à ma confiance en moi, etc. Alors je vais dire non, ce boulot il me convient pas, je suis pas très bien, j'ai envie de reculer. On a compris ces principes, on peut avancer maintenant. Et pour pouvoir avancer, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde d'un enfant. Et dans le monde de cet enfant, il y a 4 catégories de choses qui se passent. Alors je vous explique un peu, c'est un peu technique, concentrez-vous, mais quand vous aurez compris ça, on pourra passer aux histoires de Alia et vous allez voir qu'on va tout comprendre. Le monde d'un individu, et d'un enfant en particulier, est composé de 4 grandes catégories. La première catégorie, c'est le monde qu'on va appeler public. La sphère publique. La sphère publique, c'est celle où on évolue tous, où tout est su par tout le monde. Je suis grand, je suis gros, je suis petit, j'ai l'air idiot, j'ai une tache sur la tête, etc. Je le sais, vous le voyez bien. Et tout ça, c'est public. Et vous savez que les enfants, dans cette sphère publique, eh ben, c'est la meilleure sphère pour évoluer parce qu'on peut tout dire, on peut exprimer, on a un feedback, on a un retour des autres, etc. Et c'est sympa. Sauf que la sphère publique ne résout pas tous les problèmes. Je vous donne un petit problème classique de l'enfance. Maman, je veux un bonbon. Bon, tiens, mais attention à tes dents, tes trucs. J'en veux un deuxième. Ah, t'exagères, t'en as déjà eu un. J'en veux un 3e. Non, c'est fini, on mange dans 1 heure, tu t'arrêtes, et puis de toute façon, je veux plus que tu manges des bonbons, etc. Il y en a ras-le-bol. Eh bien, l'enfant a 2 choix. Soit il accepte en disant « Ah, mes parents ont toujours raison, c'est pas bon pour mes dents », mais en général, c'est pas une option qui lui plaît tellement, parce que je vous ai dit, il veut arranger un peu, il veut réussir à conquérir aussi des mondes, et des mondes, c'est même à l'intérieur de ta maison, tu as des nouveaux mondes à conquérir. Vous savez, les enfants se font même une petite tente, une petite maison à l'intérieur de la maison, parce que là-bas, ils sont le chef de cette maison, alors que dans la maison, la chef, c'est maman, etc. Ils aiment bien conquérir leur petit monde et être le chef du petit monde. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que la sphère publique ne va plus répondre à ce besoin, parce que j'ai envie d'un
troisième bonbon. Donc qu'est-ce que je fais? À 3 heures du matin, je descends tranquillement et je vais prendre un bonbon que je vais cacher et je le fais passer en fait dans mon petit jardin secret qui va être ma sphère complètement privée à moi. D'accord, mon petit jardin secret où il se passe des choses que maman n'aurait pas acceptées ou papa n'aurait pas acceptées, mais que moi j'accepte et je valide dans ce petit monde. Ça, c'est la deuxième sphère. En général, c'est très sain si c'est 10%, 15% de ton monde, de ta vie. Si tu commences à avoir 30%, 40%, 50% de ton monde qui est dans le jardin secret, ça veut dire que tu n'es pas à l'aise dans la sphère publique, tu n'es pas à l'aise chez toi, tu n'es pas à l'aise dans les endroits où on te voit, où tu dois publiquement, tu n'as pas confiance en toi, tu dis on va me faire des remarques, on va m'engueuler, etc. Donc tu amènes tout ça dans le privé. C'est très important pour la suite. La troisième sphère, je sais que c'est un peu technique et un peu compliqué, mais c'est super important. Regardez bien. La troisième sphère, c'est la sphère sur laquelle moi, j'ai pas de retour, j'ai pas de feedback. Par exemple, j'ai un point rouge ici. Je sais pas comment quelqu'un m'a touché avec ou ma tante m'a fait un bisou et avec son rouge à lèvres m'a fait une tache ici. Dans cette sphère-là, qui est très spéciale, qu'on va appeler la zone aveugle, eh bien, les gens qui sont autour de moi vont être au courant que j'ai cette tache-là, alors que moi, je suis pas au courant, je suis pas conscient. Dans un processus de Alia, vous allez voir, c'est très, très important. Le pire dans la vie, c'est de ne pas avoir de retour, d'accord, des autres sur des choses. Eux, ils sont au courant de choses qui me concernent et moi, je suis pas au courant. Et la dernière zone que vous connaissez tous, c'est l'inconscient. Quand vous allez dormir, les rêves que vous allez faire, etc., où toutes les pressions, toutes les questions, toutes les choses pas résolues vont aller là-bas. Si vous faites tout le temps des beaux rêves et tout est sympa, etc., ça veut dire que ça va super bien dans votre vie et tout s'exprime dans les rêves. Par contre, si dans vos rêves vous avez des difficultés, etc., c'est parce qu'il y a des sujets comme ça qui vous préoccupent à longueur de journée et donc ça vous bloque. Dans ces 4 sphères-là, comme on l'a dit, il y a un équilibre. Il faut vraiment faire attention que la zone publique soit la plus large possible, que dans ta maison, un enfant puisse exprimer le maximum de choses, des choses super qui lui arrivent comme des choses qui le bloquent, qui font barrage à son évolution, et c'est important qu'il puisse exprimer tout ça, et qu'il amène le moins de choses possible dans la zone secrète, même s'il en a besoin de ce petit jardin secret, et c'est important de le respecter, de le maintenir, de faire attention à sa chambre, à son intimité, etc., parce qu'il a besoin de ça. La zone, par contre, où il n'a pas de retour sur lui-même, là aussi, il y a un travail à faire, parce qu'il faut absolument qu'il soit conscient de l'effet qu'il fait par rapport aux autres, de l'effet qu'il fait quand il parle, etc. Alors, Organe, ça va être facile, parce que souvent, les petits vont lui dire « Mais t'arrêtes, tu parles tout le temps, tu nous embêtes, tes trucs », et donc ils t'envoient un feedback. Mais il y a des endroits où on ne t'envoie pas, on constate simplement, et puis on va t'éviter après, parce que tu parles trop, parce que t'embêtes les gens, parce que t'es collant, etc. Et si on ne te donne pas un feedback, si on ne te donne pas un retour, alors dans ce monde-là, tu vas être toujours mal à l'aise dans un monde où tu n'as pas de retour. Et l'inconscient et même le subconscient vont absorber toutes les difficultés, toutes les problématiques et vous les ressortir sous forme de rêves, d'angoisse, de névrose, etc. On a compris toute cette partie psychologique. Allez, on passe maintenant aux histoires de Alia, etc. Quand vous allez annoncer à vos enfants, papa et maman ont pris la décision, nous partons en Israël, on va rejoindre le pays de nos pères, ça va être super, etc. Ben, il y a une préparation à faire parce que si vous annoncez ça comme ça, et que l'enfant n'est pas parti du processus, n'a pas son mot à dire obligatoirement, on l'a déjà fixé pour lui. Alors maintenant tu peux parler, mais tout est déjà à sa gourde, tout est déjà fermé. On a les dates, on a les billets d'avion, on a déjà le... Eh bien, en vrai, regardez ce que ça fait. On va repasser sur toutes les catégories. Alors, au niveau de son identité, de sa place dans la maison, etc., c'est bon, tu comptes, bien sûr. On fait la Alia même pour les enfants. Souvent, ça va être le discours. Mais on t'a pas vraiment calculé en chemin. Et donc, tous ces cercles-là où tu étais en train de prendre de la confiance en toi, où tu pensais que tu existais, puisqu'on faisait attention à ta réaction, on te fait confiance, tu peux faire confiance. Regardez, par exemple, au niveau de la confiance, ce dont on parlait tout à l'heure, et on a vu qu'elle était dans les deux sens. Ben, j'ai confiance en mes parents, mais là, d'un coup, vu qu'ils ont décidé pour moi un truc qui est aussi gros, qui va changer ma vie complètement sans m'avoir prévenu ou sans avoir fait vraiment attention à mon avis, etc., ben, ma confiance, elle est un peu entamée. Je regarde mes parents en disant, quand même, on aurait pu faire attention à moi, etc. Et maintenant, combien donc je peux faire confiance à mes parents ? C'est un peu entamé. Et combien ils m'ont fait confiance ? C'est pas mal entamé, puisqu'ils m'ont pas fait confiance. Ils n'ont pas pensé que mon avis pouvait être pertinent ou intéressant. Donc, c'est pas des petites choses, c'est pas des...
c'est des choses qui touchent à l'essentiel. Pareil dans tes histoires de place, vous allez l'amener dans un pays où finalement c'est super, c'est le pays de ses pères, c'est le pays où il va évoluer, et tout est vrai, et tout est vrai. Un ado, il peut se retrouver vraiment, vraiment dans une situation géniale en Israël avec des opportunités incroyables, etc. Mais n'oublions pas que quand il va arriver, vous l'avez changé de monde, vous l'avez bougé. Il a peut-être laissé tomber, il vous en avait peut-être même pas parlé parce qu'il était peut-être déjà dans la zone jardin secret, une petite copine éventuelle dont il vous avait pas parlé obligatoirement. Et c'est un drame, ça va être une déchirure. Un ado, c'est quelqu'un qui perd un peu ses points de repère de l'enfance pour essayer d'avoir des points de repère d'adulte. Ça veut dire qu'à un moment donné, il lâche les crampons, il lâche les endroits où il prenait toute sa stabilité en attendant d'avoir des nouveaux points de repère. Et puis là, on lui dit, on va passer dans un monde où tu n'as finalement pas grand-chose comme point de repère, tu connais pas tellement, tu connais pas la mentalité, tu connais pas obligatoirement la culture, tu connais pas l'histoire du nouveau pays, tu sais pas comment ça fonctionne, tu sais pas quelle est la place des ados là-bas, tu n'as pas la langue, ça fait beaucoup. C'est un peu énorme. Et toutes ces choses-là, comment on le prépare, comment on va l'aider à aborder ces nouveaux points, quelle place il va être même dans le processus de Alia, quelle place il va avoir dans ce processus-là, c'est essentiel. Ce ne sont pas des petits points, ce n'est pas des petits trucs qu'on verra, mais on verra là-bas, tout va s'arranger. Oui, il y a des choses qui s'arrangent des fois avec le temps, mais si ça met 1 an ou 2 ans, des fois ça risque de poser de gros problèmes à votre processus de Alia. C'est pourquoi il va falloir voir comment on désamorce des choses qui vont pouvoir vous exploser dans la figure dans 6 mois si on ne fait pas attention à eux. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le processus? Imaginez un enfant, il a fait sa Alia avec ses parents, il les a suivis, et puis il arrive en Israël, et il va à l'école, et il y a plein de gens qui vont faire un tas d'efforts sur la route. Mais lui, comment il va percevoir ça? Alors, rappelez-vous l'histoire des mondes dont on avait parlé, qui arrive, c'est un nouveau monde, avec des nouvelles règles, une nouvelle langue, une nouvelle mentalité, une autre façon. En Israël, on ne voit pas les ados du tout comme on les voit en France. Ils ont beaucoup plus de droits, beaucoup plus tôt. Leur avis est essentiel dans une famille israélienne. Jamais on prendrait une décision d'alia ou même de déménagement sans demander aux enfants. C'est un autre monde. Il a des nouvelles règles. C'est pas grave. Un enfant et une personne peut s'adapter à tout. À partir du moment où elle n'a pas l'impression que c'est trop. Et quand est-ce que tu as l'impression que c'est trop? Si dans tous les points qu'on a vus dans le petit cours avant, eh ben, tu as l'impression qu'on n'a pas fait attention à toi. Quelle est ma nouvelle identité, par exemple, dans le monde israélien? Ben, est-ce que je suis un Israélien, parce que j'ai eu ma Théoudat Zéhout à l'aéroport, ou comme vont me le dire des petits copains à l'école, un Françaoui, un Français, mais toi t'es Français. Moi on me l'a dit à l'armée 30 ans après, alors que je courais dans des jeeps, il dit mais toi t'es Français, t'as gagné la Coupe du Monde. Non, je suis complètement israélien, moi, je suis complètement dans l'histoire. Et en fait, cette histoire d'identité, elle va être un peu ébranlée. Qui suis-je vraiment? Est-ce qu'on me reconnaît? Quelle est ma place dans la nouvelle société? Bah, est-ce qu'on m'attendait? On m'attendait pas, on a besoin de moi, on n'a pas besoin de moi. Je suis un peu handicapé parce que j'ai pas la langue. Quel est mon statut? Les Israéliens vont aussi te faire passer des messages. Vous savez, les Israéliens, par exemple, les petits jeunes sont, on va souvent dire, les Français ont souvent un truc, oh là là, ils sont pas élevés, ils sont pas éduqués. Non, c'est une éducation différente. C'est une façon de voir l'enfant différente. Et par exemple, ils vont être plus matures, ils vont exprimer des choses beaucoup plus tôt que certains Français. Et des fois, ils vont pas parler aux petits Français, etc., en disant, il n'est pas assez mature, il n'est pas à notre niveau. Mais lui, comment il va interpréter ça? Il comprend pas que c'est une histoire de maturité. Il dit, les Israéliens, ils m'aiment pas, ils me parlent pas, ils comprennent pas, j'ai pas de place. En fait, j'ai pas de place, j'ai pas de statut. Donc pour tout ça, il y a des solutions, il n'y a rien de dramatique. À partir du moment où on a compris de quoi on parle. Parce que si on reprend les 4 petits mondes dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben dans ces 4 mondes-là, il se passe des choses. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez la zone publique dont on a parlé. Habituellement, on parle de tout à la maison, je raconte à maman, je raconte à papa, je leur dis. Et là, je suis allé par exemple à l'école, et quelqu'un m'a fait une remarque sur « Oh, t'es français, oh, t'es venu, mais pourquoi vous êtes venu ?» Même un truc qui n'était pas méchant, c'était une vraie question. « Pourquoi vous êtes venu ?» J'étais pas bien en France, c'est sympa, Paris, c'est mignon, c'est beau. Pourquoi vous êtes là? Le petit a une question, il dit, c'est vrai, pourquoi on est là? Mais c'était beau quand même Paris, puis j'ai mes cousins, mes copains. Puis il rentre à la maison, et normalement, comme c'est la zone publique, tu exprimes, tu dis, et tout va bien. Et tes parents te disent, mais non, c'est très bien pourquoi on est venu, on a vraiment envie d'habiter en Israël, on va devenir des Israéliens, ça va être super, et hop, ils t'ont récupéré. Sauf que, si tu rentres à la maison et que tu vois tes parents qui ont le nez dans le guidon, qui n'arrivent pas à l'Ulpan, pour qui c'est un peu dur, ils n'ont pas encore un boulot, etc., ben qu'est-ce que tu vas faire? Je vous ai dit qu'un enfant tout à l'heure, je vous l'ai dit, il essaye de protéger aussi ses parents. Et
et ils voient que leur faire confiance, etc., ben, c'est plus dur qu'à Paris ou qu'en France, parce que les mêmes parents qui seraient intervenus, qui seraient venus à l'école, qui auraient parlé avec le prof, qui auraient dit, etc., en France, qui se sentaient plein d'élan grâce à la langue, grâce à plein de choses, à la compréhension de la mentalité, ici, des fois, ils vont être un peu déconnectés, et donc ils savent qu'ils ne pourront pas exprimer, et donc assumer leur rôle de parent comme d'habitude à 100%, c'est plus difficile. Donc comme c'est plus difficile, l'enfant dit, est-ce que je peux faire confiance à mon père ou à ma mère pour venir m'aider vraiment à 100%? Ça a l'air très dramatique comme ça ne l'est pas. Simplement, il faut être conscient des choses pour aborder ce nouveau monde qui est Israël et qui a tellement de côtés extraordinaires que ça ne suffirait pas un webinaire entier pour faire la liste. Il faut quand même être prêt au changement. Et ces changements-là, et je vous l'ai dit, l'attaque des nouveaux mondes est toujours très intéressante parce qu'elle vous permet de comprendre, après quelques petites adaptations, comment au contraire tu vas améliorer ton statut, tu vas le valider, les gens vont reconnaître, ils vont dire « Ah, t'es super courageux d'avoir fait ta Aliyah de France. Waouh, tu n'avais même pas la langue et tu t'es lancé quand même. » Très vite, ton statut va remonter, à condition de comprendre déjà tous ces processus et de comprendre qu'ils sont naturels. Ce n'est pas des choses terribles, c'est juste des choses qui existent. Et à partir du moment où on a les données et que c'est clair pour nous, alors on peut trouver les armes, les réponses pour essayer de se confronter à ces données. Alors, quelles sont les armes et les réponses? Ça va être la fin de mon petit exposé. Alors, une des réponses, c'est par exemple ne pas laisser votre enfant, même quand il veut vous protéger en disant « Ah, mes parents, avec tous les problèmes qu'ils ont, je ne vais pas leur rajouter en plus le petit souci que j'ai eu à l'école. » Si, tu le rajoutes. On fait 1 heure à 6 heures le soir, on pose des portables, on les éteint, et on parle. On parle pendant un quart d'heure, on parle pendant une demi-heure, on met tout sur la table. Les choses super que vous avez fait, et il y en a sans fin en Israël. Et les choses qui ont été aussi plus dures, on les ramène dans la zone publique. Zemekoubal, c'est bien de le faire, c'est pas grave. Allez, on parle de tout. Moi aussi, tu sais, je suis ton père, mais à Doulpan, ouais, c'était dur aujourd'hui, j'ai rien compris. Et c'est pas un drame, mais c'est pas grave. Dès que vous dégonflez la zone privée, le petit jardin secret, et que vous ramenez plus de choses dans la zone publique, on en parle, on les traite et on trouve des solutions, eh bien vous dégonflez des problématiques de la Aliyah. Plus vous allez agir de cette façon, et vous dégonflez aussi une autre chose. À partir du moment où les choses sont dites, parlent, la fameuse zone dont on avait parlé, qui s'appelait la zone aveugle, il se passe des choses, je comprends pas, j'ai l'impression que je suis pas bien intégré, mais j'arrive pas à savoir parce que les gens parlent pas. Eh ben, quand on parle, quand on échange, et vous pouvez rentrer même les petits copains israéliens que vous commencez à avoir dans la discussion, eh bien vous allez avoir un feedback sur comment vous paraissez. Tu sais, le problème c'est que tu as l'air un peu timide, tu vas pas tellement vers les autres, viens plus, passe par moi, tiens, je vais t'aider, je vais te rentrer. Et finalement, on va dégonfler aussi cette zone aveugle, elle va être de moins en moins aveugle, puisque j'ai un feedback, je sais comment je parais aux yeux de mes petits copains israéliens, etc. Et donc, je peux corriger certains tirs, je peux faire quelques petits efforts, je peux leur demander de faire des efforts, etc. Il y a une discussion qui va pouvoir s'installer. Et tant qu'elle ne s'installe pas, et tant que je n'ai pas fait ces petits trucs, ben, la zone aveugle est grandie, j'ai l'impression que tout le monde voit des choses que moi je ne vois pas et dont je ne suis pas conscient. C'est une impression très désagréable. En faisant ça aussi, je vais dégonfler l'inconscient, c'est-à-dire tout ce qui me met une pression, mais que je n'ai même pas vraiment conscience. Mais parce que toutes ces questions, elles me mettent beaucoup de pression, et donc je vais dégonfler ça. Alors comment on va faire? On va donc parler des choses, on va inviter des petits Israéliens à parler avec nous, à raconter. On va nous-mêmes créer des connexions et surtout on va reprendre les rênes. C'est pas grave, je suis parent, je parle pas hébreu, je suis là quand même et je joue le même rôle de parent qu'avant. Et même si je comprends les nouvelles règles, il y a un exemple classique, il faut que je vous le raconte. À Hoshana Rabbah en Israël, les enfants ne dorment pas pratiquement toute la nuit parce qu'ils font un grand feu. Et en général, le grand feu, on commence à l'allumer vers 1h du matin. Et les parents français ont une habitude, c'est de dire à leur fils, bon, tu peux sortir ce soir, allez, jusqu'à minuit. Sauf qu'à minuit, on n'a pas commencé à allumer le feu, la veillée n'a pas vraiment commencé. Alors il y a une adaptation et des règles qu'il faut comprendre, il y a des habitudes israéliennes qu'il va falloir comprendre et tout. Mais en vrai, dans tout ça, il n'y a rien de dramatique. Sauf que, il faut être au courant. Simplement, il faut maîtriser tous ces paramètres. Moi, par exemple, je donne des cours, c'est mon boulot. Je donne des cours et j'explique et j'amène plein d'exemples, et j'amène des extraits de films, etc. pour essayer de comprendre comment, dans d'autres contextes même que ceux de l'Aliyah, il y a plein de contextes dans le monde, il y a plein de gens qui ont des difficultés et des petites problématiques qui se posent à eux, comment on dégonfle tout ça et comment on prend tout ça avec le sourire.
Je conclus sur une chose, parce que je ne vais pas vous donner toute la liste de comment on essaye de gérer tous ces trucs-là. Ça pourra faire on pourra mettre ça dans le cadre d'une autre conférence qui sera plus grande ou d'autres façons de communiquer entre nous. Mais je vais vous raconter juste un dernier truc, on va conclure sur ça. Ça s'appelle la théorie du surfeur. Vous savez, dans la vie, quand vous arrivez à la mer et que vous ne savez pas nager, la première fois, ça nous est tous arrivé, vous prenez la première vague dans la figure, vous buvez une tasse, vous cognez la tête contre le fond du sable et vous dites « Oh là là, je ne suis pas prêt du tout ». Effectivement, pour aborder un nouveau monde, il faut être prêt. Il faut avoir un minimum de préparation. Quand vous savez nager, par exemple, vous pouvez plonger dans la vague, et on l'a tous fait aussi, parce qu'au bout d'un moment, on a compris. Et là, on a une sensation vachement plus agréable, c'est sympa. Il y a l'adversaire, a priori, qui est la vague, je plonge dedans, et hop, je l'ai maîtrisé à peu près. Mais il y a un truc qui est beaucoup plus sympa, et je vous conseille à tous d'arriver à ce niveau-là, même en Alia, c'est de se servir maintenant de la vague. C'est plus un adversaire, mais ça va être un complice, ça va être un copain pour kiffer notre journée. C'est ce que fait le surfeur. Le surfeur, il travaille une certaine technique pour que le problème devienne le kiff. C'est très très subtil, ça demande pas mal de travail, mais c'est tout à fait faisable. Que la difficulté même que vous avez rencontrée dans votre processus de Alia, etc., ça devienne au contraire un petit obstacle qu'on va devoir passer et avec lequel finalement on va kiffer parce qu'on va découvrir un nouveau monde, des mondes qui n'étaient pas abordables. Le monde du surfeur, c'est un monde qui appartient aux surfeurs et à la catégorie des surfeurs. Les gens qui savent prendre l'énergie de la vie, l'énergie des choses pour kiffer, pour se faire plaisir et pour être complice avec les difficultés et pas seulement les prendre en pleine figure. Ça pourra faire l'étude de plein d'échanges entre nous. Merci de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions quelque part d'interlocuteurs? S'il n'y en a pas, merci, à la prochaine rencontre. Au revoir, bonne chance.